Ruth, Pascal, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour le Parti pris international. Mais c'est vous qui commencez, Ruth, et vous revenez sur cet épisode. Alors à la fois sur la forme et sur le fond, le spectacle d'Harry Habitant. Mais vous allez nous expliquer tout ça. Mais ce sont les mots saisis au débeauté par une vidéo, les mots de Brigitte Macron qui traite ces manifestantes de sales connes qui ont beaucoup fait réagir. Mais votre parti pris, oui, c'est bel et bien une bourde. Oui, c'est évidemment une bourde, mais moi ce que j'ai envie de dire, et c'est peut-être pas exactement dans le titre, c'est que ce n'est pas une affaire Brigitte Macron, en fait, cette affaire. Il y en a qui voudraient faire croire que c'est une affaire Brigitte Macron. Moi, je crois que ça pose une question beaucoup plus grave. C'est à quoi sert le féminisme ? Quel est le vrai combat du féminisme ? Et là, on n'a pas la bonne réponse. Donc, je reviens aux faits. En effet, samedi soir dernier, 4 militantes de Nous Toutes, portant des masques à l'effigie de l'acteur Harry Habitant avec la mention violeur, ont interrompu son spectacle dans un théâtre parisien. Et fin 2021, l'humoriste avait été accusé de viol par une jeune femme qui fréquentait. Après 3 ans d'enquête, l'instruction aboutit à un non-lieu confirmé en appel. Le lendemain de cette manifestation, Brigitte Macron et sa fille sont allées voir le spectacle et dans les coulisses, il y a eu cet échange qui a été capté en vidéo, en fait par un site de médias, et on sait maintenant que c'était pas des propos volés, que elle savait que c'était filmé. Après, c'était un propos privé. Mais personne n'avait écouté ce qu'elle avait dit et l'a donné à un site de médias. Alors, c'est donc une double bourde, hein, honnêtement. Le vocabulaire, elle fait que ça a été filmé, et en étant conscient. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Harry Habitant dit « j'ai peur », et elle répond « bah de quoi ? S'il y a des sales connes, on va les foutre dehors, surtout des bandits masqués ». Bon, alors immédiatement les militantes féministes ont publié la vidéo sur leur site et ont qualifié les mots utilisés de crachat de plus sur les victimes et les associations féministes. Il y a même une plainte qui aurait été déposée et une campagne entière qui s'organise sur les réseaux sociaux, notamment sous la houlette de Judith Godrèche, l'actrice, mais aussi de certaines autres artistes, Camélia Jordana, Marion Cotillard et d'autres personnalités. Moi aussi, je suis une sale conne et je soutiens toutes les autres. Voilà. Ça, alors, c'est Judith Godrèche. Voilà, mais donc c'est parti. Première évidence pour moi, je regrette, comme vous l'avez compris, que Brigitte Macron ait utilisé ces termes. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il manquait d'élégance pour une personnalité publique, même si elle n'a pas un statut officiel de première dame. D'ailleurs, son entourage a fait savoir que c'était là une critique de la méthode radicale employée. Sous-entendu, c'est pas un message politique sur le fond, comme l'en accusent les militantes de l'association Nous Toutes. Mais bon, reconnaissons qu'elle aurait pu l'exprimer autrement, et vraiment d'une autre façon, évidemment. Au passage, on peut remarquer qu'on n'a pas beaucoup entendu ces mêmes féministes du showbiz protester contre les complotistes qui se répandent sur les réseaux sociaux en la traitant de transgenre. Bon, c'est juste une petite... Mais moi, l'autre point le plus important, c'est le rapport à la justice. Ces féministes, elles ont le droit de manifester. Elles ont le droit et le devoir de lutter pour faire reconnaître les violences sexuelles et de protester contre les lenteurs de la justice, de vouloir faire évoluer les lois. Mais elles ne peuvent pas laisser croire qu'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, y compris en appel, comme c'est le cas d'Harry Habitant, pour lequel j'ai pas une sympathie spécifique, elles peuvent pas laisser croire qu'il est coupable ou qu'un accusé qui aurait purgé sa peine n'aurait plus le droit d'exercer son métier. C'est très compliqué parce que moi, spontanément, je me sens solidaire de ces femmes victimes qui ont porté plainte, qui ont souffert pendant un procès ou qui ont souffert pendant une procédure judiciaire d'instruction et qui ont encore des séquelles, qui ont des traumas. Et lorsqu'elles apprennent qu'il y a un non-lieu, en l'occurrence, elles se sentent lésées. Et les juges, dans ce cas-là, ils ont reconnu qu'il y avait un traumatisme. Mais pourquoi ils en sont restés là ? Parce que c'est la définition du non-lieu. C'est une décision qui met fin à des poursuites pénales parce que le tribunal estime que l'infraction n'est pas établie ou qu'il n'y a pas de preuves suffisantes contre l'auteur. Non, ça n'est pas que ça n'a pas eu lieu, ça existe. Le tribunal estime que l'infraction n'est pas établie ou qu'il n'y a pas de preuves suffisantes. Elle n'a pas les éléments pour le juger. Alors, le non-lieu ne dit pas il est innocent, mais le non-lieu ne dit pas il est coupable. Il est judiciairement... Voilà, il est judiciairement... la situation ne peut pas être traitée. Et d'ailleurs, le dossier peut être ouvert s'il y a de nouveaux éléments. Mais dans le cas d'Harry Habitant, il y a eu un appel et le non-lieu a été confirmé.
Donc quand je suis très gênée de voir qu'une Cécile Duflot dit un non-lieu, ça veut dire qu'il n'y aura pas de procès. Donc s'il n'y a pas de procès, on peut pas être blanchi, et donc on peut pas être reconnu innocent puisqu'il n'y a pas de procès. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a 95 000 victimes de viol chaque année en France, et là-dessus seulement une petite partie porte plainte. Donc en fait, comme il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de procès et tout le monde est coupable, quoi, quelque part. Et ça va pas du tout. C'est ça, l'action judiciaire ne se limite pas à un procès. Ça ne va pas du tout, parce qu'en fait, si on ne reconnaît pas à un moment donné la décision de justice, lorsqu'elle est défavorable, alors on peut justifier la réciproque. À ce moment-là, un homme condamné par cette même justice va pouvoir dire il continuera de nier son crime, il continuera de harceler ou de battre sa femme en arguant que la décision de justice n'est pas valable. Et donc, lorsque tous les recours sont épuisés ou qu'un non-lieu est prononcé, si on n'arrête pas à un moment, si on n'accepte pas au moins formellement, et ça c'est la responsabilité des organisations justement féministes, parce que sur le plan humain, personnel, on peut comprendre qu'on ait une forme de colère dans son fort intérieur. Mais la responsabilité d'une organisation, c'est justement de ne pas encourager l'amertume, l'esprit de vengeance, de maintenir la victime dans une situation de désarroi et de sentiment d'injustice permanent. C'est justement la responsabilité de bien choisir les combats, de pas transformer une lutte en chasse aux sorcières. Cette méthode, à mon avis, elle ne rend pas la cause plus populaire et elle n'aide pas non plus les victimes. Abnous. Je suis totalement d'accord. C'est qu'à un moment, c'est drôle parce que là, ces derniers temps, on parle beaucoup de décisions de justice. Et quand la décision vous arrange, va dans votre sens partisan, on est là. Dès qu'on critique une décision de justice, c'est vous abîmez l'état de droit, c'est la fin du monde. Mais par contre, là, il n'y a aucun problème. C'est que quand il s'agit de ça, c'est forcément, et on retombe sur cette antienne insupportable que toutes les femmes sont victimes et que tous les hommes sont coupables. Et on ne peut pas s'en sortir comme ça. Ce n'est ni aider les victimes de violences et ce n'est ni aider la justice et l'état de droit. Et je trouve, moi, ces séquences, vous êtes dans un spectacle, mais qui que ce soit, et vous arrivez, vous perturbez ça, et violeur, non mais c'est quand même, violeur, c'est un délit pénal. C'est un crime, c'est pas quelque chose d'innocent. Il y a eu une décision de justice. Mais il y a un non-lieu, vous faites pas ça. Oui. Que ces mots soient malheureux, que ça a été dit. C'est vraiment, vous savez, la polémique au-dessus, moi, qui m'intéresse pas beaucoup. Par contre, effectivement, ces actions militantes me dérangent parce qu'elles renvoient à peu près tout ce que je déteste. Pascal, votre parti pris économique, l'automobile française a encore de la ressource. Oui. Renault va produire américain. Et l'union fait la force dans cette histoire, puisque Renault, sorti de son alliance avec les Japonais, a noué un partenariat avec Ford, marque historique américaine, qui est un peu en déshérence quand même sur le marché européen pour fabriquer sur ses chaînes de production, quand je dis ces chaînes de production, c'est celle de Renault, dans le nord de la France, de petits véhicules électriques abordables. Chaque mot là a de l'importance. C'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle dans ce domaine, c'est que précisément l'industrie française sait trouver des partenariats, d'abord qui est une forme d'excellence technologique, et elle sait trouver des partenariats sur la base de son savoir-faire technique. Alors, les véhicules légers que j'oppose aux véhicules utilitaires, pour Ford, recule très nettement sur le marché européen. Donc il y a aussi une question qui est celle de la volonté de Ford de revenir sur un marché qui est quand même un marché entre 10 et 12 millions de véhicules neufs vendus chaque année. C'est pas tout à fait négligeable. Et ils auraient pu choisir des Allemands. Alors, ils auraient pu choisir des Allemands. Ils ont choisi d'ailleurs des Allemands. Il y a des coopérations aujourd'hui qui existent entre Ford et Volkswagen notamment. Comment mais sur ce projet-là en particulier, il y a eu un appel d'offres. Il y a eu un appel d'offres et le plus étonnant, c'est que Renault l'a gagné, y compris sur la question du coût de production. Vous savez, on a très régulièrement ce débat en France en disant que on n'est pas compétitif, qu'il y a un problème de compétitivité prix de l'industrie française. Là, il y a eu un examen, une sorte d'examen économique et technologique. Alors, il y a une excellence technologique de Renault sur la voiture électrique, grâce à la Renault 5 notamment, mais Renault sort premier du classement en termes de coût de production. Remarquable, parce que ça tord complètement le coût à toutes les idées reçues. Alors, il y a aussi une dimension un peu symbolique avec la nouvelle Renault 5. Alors, je vais pas faire de la pub pour Renault. Moi, j'ai pas de voiture, mais je la trouve belle, je la trouve élégante, je la trouve efficace. Il y a un vrai savoir-faire français dans ce domaine et c'est un véritable
succès pour Renault. Donc, grâce aux compétences techniques qui sont celles des salariés, grâce à la robotique également dans les chaînes de production, Renault est compétitif sur le marché européen pour produire des voitures américaines. On peut être compétitif quand on est une marque française. Quand on est une marque française, alors il y a des conditions, celles que j'évoque, le savoir-faire des salariés, la robotisation, et à tel point que les deux marques, Ford tout à la fois et Renault, envisagent d'unir leurs efforts dans le domaine des utilitaires. De cette association là, de ce mariage, alors c'est pas la dimension de Renault-Nissan. C'est la signature d'un protocole de coopération technique. Je retiens 3 idées. D'abord que l'Europe doit concentrer tous ses efforts dans le domaine automobile sur les petits véhicules électriques qui sont des véhicules urbains, qui sont les plus abordables. Grâce à la courbe d'expérience notamment, nos constructeurs qui ont plus d'un siècle de recul, on a de l'avance par rapport aux Chinois, on a un siècle d'histoire automobile, sauront produire à des prix acceptables ces petits véhicules. Deuxièmement, face au rouleau compresseur chinois, il faut trouver des associations. C'est un peu darwinien, l'économie. C'est quand il y a une contrainte qu'on change les choses. Et là, tout à la fois les Américains, les Européens, les Français, là, en substance, trouvent de la matière à rassembler leurs forces, qui sont d'ailleurs assez complémentaires pour faire face à cette espèce de razzia des véhicules chinois, qui frappe aussi les États-Unis, enfin, qui les aurait frappés sans les droits de douane de Trump. Et puis, il y a une troisième conséquence, c'est que Renault va amortir très rapidement ses chaînes de production, dégager des bénéfices, tout ça pour vous dire que le capital n'est pas aussi sale que certains le disent. Il permettra de pousser l'innovation, de créer des emplois. Bref, pour Renault, ça roule. Abnouz, votre parti pris international, en théorie, c'est le jour de gloire de Maria Corina Machado, prix Nobel de la paix, la vénézuélienne, l'opposante vénézuélienne, mais pataquès et bien-pensance à Oslo, nous dites-vous. C'est délirant. Donc Maria Corina Machado, c'est son prix Nobel, c'est devenu une espèce de théâtre d'ombre où tous les acteurs, Trump, Maduro, le comité Nobel et Machado elle-même, jouent une partition écrite par Washington. Et c'est là où on mesure à quel point le monde dorénavant tourne autour du petit doigt de Donald Trump. Commençons par le comité Nobel lui-même, qui a beau parler de liberté, de paix, etc. Il est quand même pris dans les filets tétanisants du politiquement correct et de la bien-pensance. L'épisode est rocambolesque. Le 5 décembre, le directeur de l'Institut Nobel, Christian Berg Hartviken, annonce que Machado sera à Oslo pour la cérémonie. Hier, le 9 décembre, la conférence de presse traditionnelle est reportée et finalement annulée. Et aujourd'hui, jour J, jour de la remise, le comité Nobel annonce que Machado ne viendra pas à la cérémonie et que c'est sa fille qui va recevoir comme vous le voyez là à l'écran, le prix Nobel à sa place. Et là, le directeur du comité Nobel d'avouer « Je ne sais simplement pas où se trouve Machado exactement ». Et je trouve que cette phrase, elle résume, mais l'incertitude totale, elle résume le fait que cet événement leur a totalement échappé. Et finalement, dernier retournement juste avant la cérémonie, message de Machado au président du comité Nobel dans lequel elle se dit très triste et très désolée de ne pouvoir arriver à temps, tout en précisant étrange chemin, et a ajouté « Tant de personnes ont risqué leur vie pour que je puisse arriver à Oslo ». Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, je vais revenir sur Maduro, mais ce qui se passe, c'est que d'abord, le Nobel, c'est que sa panique, c'est que ce prix serve de caution morale à l'invasion terrestre, pour l'instant improbable, du Venezuela par Donald Trump. Et justement, toute cette histoire commence avec le fait que Donald Trump pensait mériter le Nobel qui a été finalement donné à Machado. Dès que le Nobel a été donné, la Maison-Blanche a accusé le comité Nobel d'avoir fait passer la politique avant la paix. Théorie victimaire classique. Seulement, dans les minutes qui ont suivi l'annonce de son prix, Machado, très maligne, l'a dédié à Trump et a rajouté plus que jamais, nous comptons sur le président Trump. Elle l'a appelé pour le remercier. Là, vous en doutez, Trump s'est vanté comme si c'est lui qui l'avait eu. Et la Maison-Blanche, la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt, a immédiatement qualifié cette dédicace de reconnaissance du rôle de Trump. Donc, autant dire que là, il avait gagné sans gagner, puisqu'il avait une espèce de caution morale de la principale opposante vénézuélienne pour pouvoir continuer ses attaques verbales et militaires contre les bateaux vénézuéliens. Mais en faisant ça, qu'est-ce que fait Trump ? Il rend, comme tout ce qui touche, c'est une kryptonite,
Trump, faut quand même se mettre dans cet esprit, il rend Machado radioactif. Comme il contamine au fait son capital symbolique dans une certaine mesure. Elle mérite ce prix Nobel, il n'y a aucun doute. Depuis août 2024, elle vit dans la clandestinité, elle risque l'assassinat, elle continue à rester dans le pays pour justement continuer à se battre contre Maduro. Mais seulement, voilà, depuis quelques jours, là on voit que toute la communauté internationale est en train de se retourner, qu'on ressort avec plein de guillemets, les dossiers. Et tout d'un coup, parce que Machado soutient les sanctions américaines contre le Venezuela, qu'elle qualifie d'outil nécessaire pour faire pression sur une dictature, on la rend responsable de la catastrophe humanitaire qu'il y a au Venezuela. C'est pas la faute de Maduro, qui ne vit que par et pour la corruption. Le Venezuela est un pays riche. S'il est dans cet état-là, c'est à cause de Maduro et de ses choix. Et on lui reproche aussi à Machado d'avoir soutenu Juan Guaido lors de sa tentative de coup d'État en 2019. Et effectivement, elle avait écrit une lettre ouverte en 2020 où elle disait que le pays ne veut pas être consulté, il sait que ces criminels ne seront pas chassés par des votes. Si vous lisez toute la lettre, vous comprenez ce qu'elle veut dire, parce qu'il y a un avant et après sur cette phrase prise isolément qu'il a fait en passer pour une dictature en puissance, c'est que, étant donné qu'il y a que fraude massive sur fraude massive, il est impossible de se débarrasser de Maduro par les urnes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oh, miracle, c'est vrai. Et donc c'est ça qui explique que 500 personnes ont manifesté devant le comité Nobel avec des pancartes, pas de prix de la paix pour les va-t-en-guerre. Et c'est là où ça me rend moi vraiment malade, c'est que maintenant Machado, elle devient une espèce d'opposante sous tutelle américaine, ce qui est franchement dégueulasse, parce qu'elle mérite pas ça, elle mérite beaucoup mieux. Et Maduro, mais lui aussi joue sa partition. Tout ça autour du petit doigt de Trump, tout est là. Alors lui, il avait, je pense, tout intérêt et à laisser sortir Machado du territoire et surtout à la laisser revenir. D'abord parce que la bloquée aurait donné à Trump le prétexte parfait pour intensifier la pression militaire. Je rappelle le déploiement de dispositifs militaires dans les Caraïbes, la CIA autorisée à mener des opérations clandestines létales, les bateaux accusés de narcotrafic. D'autre part, ce que Maduro sait, c'est qu'une intervention terrestre américaine, même si encore une fois, elle est improbable, mais Trump voudrait que ça se passe de l'intérieur et qu'on le renverse de l'intérieur, mais comme tout le monde est corrompu, personne n'a intérêt à le renverser. Mais il pourrait vouloir intervenir pour une cause humanitaire si elle est emprisonnée ou empêchée de rentrer, etc. Donc là, il évite une excuse à Trump. Et enfin, il y a quand même cette idée-là de la voir comme ça s'éloigner du Venezuela, ça arrange Maduro, parce que si elle est à Oslo, Machado, elle est hors du Venezuela. Et plus elle est visible à l'étranger, moins elle est visible sur place. Et ça, c'est une réalité. Une opposition en exil, c'est une opposition qui s'éteint au fur et à mesure. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que chacun joue sa partition, mais qu'en fait, chacun joue sa partition par rapport à Donald Trump. C'est ça. Et cet exemple-là, il peut s'appliquer à tout. Elle est devenue radioactive. À cause de lui, mais vous savez, c'est comme on peut prendre l'exemple pour tout. Les chrétiens nigérians qui se font massacrer, si tout le monde s'en pousse, c'est parce que Trump a pris le dossier en main en disant on va aller sauver les chrétiens. Donc là, maintenant, plus personne nous y touchait parce que kryptonite, quoi. C'est vraiment l'effet kryptonite. Et c'est ça que je trouve dramatique. Il n'y avait pas grand monde qui s'en occupait avant. Personne ne s'en occupe de toute façon globalement, ce qui est encore honteux. Mais là, c'est encore une raison supplémentaire pour s'en laver les mains. Et je trouve qu'autour de ce Nobel, et cette femme est vraiment méritante, et maintenant on la présente limite comme une néo-fasciste vénézuélienne. C'est un mélange maintenant de tout le pire d'Amérique latine. C'est Pinochet de retour. Enfin, moi j'en peux plus. Ça me fatigue. Cette femme est une femme remarquable. Elle mérite notre soutien. Donc ça suffit. Et vous n'avez souvent pas mâché vos mots envers Donald Trump, non, je le précise, pour ceux qui n'auraient pas été là. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.